Bonjour Jérémy Pelletier. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Si je me trompe pas, vous êtes plutôt chercheur spécialisé sur le fait religieux et la radicalisation. Et vous êtes donc intéressé, en l'occurrence, à la fête. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, le déclic, vous savez, c'est tout ce qu'on entendait durant la crise sanitaire, durant le début de la crise sanitaire, sur le monde d'après qui serait fait de beaucoup de générosité, de beaucoup de très belles choses, un monde d'après qui serait beaucoup plus beau que le monde que l'on connaissait avant. Et effectivement, beaucoup d'analystes, très tôt, nous indiquaient que il y aurait une espèce de grande fête généralisée, une grande fête de la fédération telle que ce qu'on pouvait connaître, vous savez, au lendemain de conflits guerriers. Et évidemment, je ne croyais absolument pas à ça, et donc ça m'a amusé de travailler sur un sujet qui, par ailleurs, dit beaucoup en fait de notre rapport au collectif. Et c'est en ça où je trouvais que le sujet de la fête effectivement était un sujet intéressant, parce que ce qui était frappant au tout début de la crise, c'est que la fête a été l'un, en tout cas, l'un des aspects, l'un des domaines qui a été fermé très rapidement, qui a été mis sous le boisseau très rapidement, et finalement très peu de gens se sont émus de cela. Et donc je trouvais intéressant de s'intéresser effectivement à ce sujet, parce que ça disait beaucoup aussi de notre rapport au collectif et au bonheur collectif. Comment on peut définir la fête? Est-ce qu'il y a une définition relativement simple? Alors moi, j'aime bien dire que faut entendre la fête d'abord avant tout comme un moment séparé du reste. Un moment séparé de nos vies ordinaires, de nos vies quotidiennes, un moment séparé de la banalité effectivement de nos vies et du quotidien. C'est un moment effectivement extraordinaire, donc qui nous sort effectivement de l'ordinaire. C'est aussi un moment également où on laisse ses soucis personnels de côté, ses soucis de famille, ses soucis d'argent, ses soucis de cœur, ses soucis de travail, etc., etc. Parce que c'est un moment qui nous sert effectivement pour penser à autre chose. C'est un moment qui nous sert pour nous aérer, pour nous oxygéner. Et c'est en ça, effectivement, où c'est un moment très important, parce que ça nous sert aussi de soupape de décompression dans nos vies quotidiennes. Et d'ailleurs, pour l'illustrer dans votre essai, vous utilisez des exemples qui vont de Madame Bovary de Flaubert à Titanic. Ouais, bah absolument. Alors c'est pas exactement pour la même chose. Alors effectivement, j'ai pris l'exemple de Titanic pour montrer effectivement entre Rose et Jack qu'une fête avait normalement pour vertu, ou devait avoir pour vertu, de vous faire bifurquer en fait de vos existences. Et effectivement, vous me posiez la question sur la définition de la fête. On entend effectivement la fête à travers une dimension collective notamment parce que c'est l'un des rares moments, l'un des rares endroits où normalement vous pouvez rencontrer des gens que vous n'êtes pas censé rencontrer dans votre vie quotidienne et dans votre vie normale. Des gens plus intelligents ou plus idiots que vous, des gens plus jolis ou plus moches que vous, etc., etc. Et effectivement, j'ai pris l'exemple de Jack et Rose pour montrer que, et pour illustrer effectivement avec une pointe d'amusement, que finalement c'est lors de la fête irlandaise, vous savez, fête à laquelle Jack emmène Rose, pour danser sur le pont du Titanic. Et effectivement, c'est ce moment-là qui va cristalliser entre guillemets le début de leur relation. Et donc c'est ce moment-là effectivement qui va les faire bifurquer de leur existence. Et l'exemple effectivement de Madame Bovary, c'est lors du bal de Vaubyessard, bien connu. Et en fait, c'est intéressant parce que je disais que la fête est un moment à part, un moment séparé du reste, où vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas normalement, et où potentiellement aussi vous goûtez à des choses que vous ne pouvez pas consommer habituellement. Et effectivement, il y a des passages très jolis dans Madame Bovary, où Emma Bovary se plaît effectivement à raconter, à expliquer en quoi les saveurs du sucre qu'elle goûte pour la première fois dans sa bouche sont des saveurs extraordinaires, en quoi les aliments qu'elle consomme et qu'elle découvre sont des aliments extraordinaires qu'elle ne connaissait pas avant d'arriver à cette fête-là. Et donc c'est effectivement pour montrer que une fête, normalement, c'est la rencontre d'individus qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, et la découverte effectivement de saveurs qu'on ne connaissait pas auparavant. Et votre postulat, il est quand même un peu inquiétant, puisque vous dites finalement que la France a renoncé depuis longtemps à la fête et à tout esprit festif. Qu'est-ce qui a changé dans notre rapport à la fête, et comment peut-être aussi on fait la fête aujourd'hui? Alors, effectivement, donc il y a une transformation d'abord de la fête. Je disais que la fête a une dimension collective normalement.
Or, on s'aperçoit qu'au cours des 50 ou 60 dernières années, on s'aperçoit de la disparition en fait d'un certain nombre des lieux justement qui symbolisaient la fête collective. On peut prendre un exemple avec les bistrots. On en parlait et votre invité précédent en parlait. Les bistrots, vous savez, c'est ce que Balzac appelait le Parlement du peuple. Bon, les bistrots, on était à 200 000 bistrots en France dans les années 60. On n'en avait plus que 40 000 avant même le début de la crise sanitaire. Donc, sans compter effectivement les bistrots qui potentiellement ont dû fermer et vont fermer en raison de la crise sanitaire. Ça veut dire que vous avez 2/3 des communes françaises aujourd'hui qui n'ont plus de bistrots. Un autre lieu symbolique de cette fête collective, entre guillemets, de cette fête où vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, ce sont évidemment les boîtes de nuit. Vous savez, on a beaucoup dit, on a fait porter beaucoup de responsabilités sur les épaules du Covid en expliquant que le Covid allait être responsable de la fermeture d'un grand nombre de boîtes de nuit, etc., qu'un grand nombre de boîtes de nuit allaient mettre la clé sous la porte à cause du Covid. La vérité, c'est qu'en fait, ce processus de délitement et de disparition des boîtes de nuit, il était déjà enclenché bien avant la crise. Vous aviez en France 4000 boîtes de nuit il y a 40 ans, et on en avait déjà perdu plus de la moitié avant le début de la crise. Et là, effectivement, quand on regardait les chiffres des boîtes de nuit qui avaient rouvert effectivement depuis la rentrée, on était à 1200. Donc, vous voyez, 4000 boîtes de nuit il y a 40 ans, 1200 aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui a changé, c'est la disparition d'abord de lieux collectifs, parce que c'est la transformation, en tout cas, d'habitudes et de tendances qui sont liées évidemment à l'individualisation de la société effectivement, en parallèle à la disparition des lieux que j'ai cités, on s'aperçoit que vous avez un développement d'une tendance qui correspond assez bien à l'époque, qui est la fête à la maison, entre guillemets la privatisation de la fête, où on filtre les gens qui viennent, on filtre les gens avec qui on va faire la fête, on contrôle les gens qui sont présents, on contrôle le bon déroulé de la soirée, on contrôle aussi la musique que l'on va passer. Ce n'est plus un DJ que l'on ne connaît pas qui va passer de la musique que nous n'aimons pas. Donc effectivement, il y a des transformations liées à des habitudes, liées à des tendances. Et ces transformations-là, bon, elles sont liées évidemment à tout un tas de raisons. Alors j'ai dit, l'individualisation de la société est l'une de ces raisons. Il y a une autre raison qui est l'époque un peu de la fin de l'insouciance, liée notamment à la montée de la question sécuritaire. Vous savez, je crois qu'on n'a pas assez analysé et interprété ce qui s'était passé lors des attentats, et notamment de novembre 2015, et évidemment à Paris, où ce sont des endroits festifs, des lieux festifs qui ont été touchés de prime abord, une salle de spectacle évidemment, des terrasses de café, et on a cru, parce qu'on a surjoué le côté retour en terrasse, génération terrasse, même pas peur le lendemain des attentats ou le surlendemain des attentats. La vérité, c'est que je pense que ça a cassé et ça a abîmé une part d'insouciance très importante qu'on avait, en tout cas à Paris, et qu'on avait d'une façon générale dans le pays, et qu'on ne peut pas faire la fête correctement, tranquillement et sereinement quand, en gros, on a perdu effectivement cette part d'insouciance et de légèreté que les terroristes ont tué au moment des attentats, et notamment de novembre 2015. Alors vous évoquiez tout à l'heure cette disparition progressive des lieux de fête, et ça s'est peut-être accéléré encore depuis le début de cette crise sanitaire. Vous dites qu'on n'a pas suffisamment défendu la fête comme on aurait pu le faire avec autant d'entrain que l'on a eu avec d'autres secteurs. Oui, absolument. C'est comme si finalement la fête était déjà considérée comme non essentielle en fait dans la vie des individus. Alors à chaque fois, la fermeture des boîtes de nuit, et ça a été encore vrai il y a un mois, est utilisée comme un symbole. Et c'est souvent, vous savez, le point de départ pour montrer que on commence à rentrer de nouveau dans une situation grave, dans une situation dramatique, et effectivement, beaucoup de papiers, beaucoup de commentaires, etc. Vous recevez des alertes sur votre téléphone pour vous indiquer que les boîtes de nuit viennent de fermer. La vérité, c'est qu'en fait, très peu de gens sont émus de ça. Très peu de gens se sont émus de ça au début de la crise. Et de nouveau, il y a un mois, lorsqu'on a annoncé de nouveau la fermeture effectivement des boîtes de nuit, parce que finalement, ça concerne de moins en moins de personnes. Je l'ai dit, 4000 boîtes de nuit en France il y a 40 ans, 1200 aujourd'hui. Il y a de moins en moins de personnes qui fréquentent ce type de lieu. Il y a de moins en moins de personnes qui aiment se rendre dans son type de lieu. Et donc, on fait à chaque fois de la fermeture des boîtes de nuit un symbole, effectivement, pour montrer, et c'est un très bon outil d'ailleurs pour que le gouvernement, entre guillemets, exprime le fait que nous rentrons dans une situation assez grave et dramatique. Mais la vérité, c'est que très peu de gens se sont émus de ça parce que ça touche. Et ça concerne effectivement trop peu de gens et pas assez de gens. Et effectivement,
au début de la crise, au tout début de la crise sanitaire, finalement, vous saviez, vous aviez ce préfet du centre Val-de-Loire bien connu maintenant et qui avait dit la bamboche c'est terminé. La vérité c'est qu'en fait la bamboche c'était déjà terminé dans la tête des individus et dans le cœur des individus, en tout cas en France depuis bien longtemps, notamment parce qu'il y a les transformations de tout ce que je vous ai dit. Il y a effectivement la fin de l'insouciance. Il y a aussi une forme, vous savez, de ramollissement existentiel en fait des individus aujourd'hui, d'une façon générale, liée à plein de raisons, hein. Mais globalement, il y a une espèce de fatigue généralisée de la population française, qui fait que d'ailleurs, lorsque dans les enquêtes, vous leur demandez, vous demandez aux Français, c'est quoi, selon vous, un vendredi soir idéal, l'élément qui arrive en tête, c'est pas la sortie entre amis, c'est pas une sortie ailleurs pour aller, par exemple, sur une piste de danse. L'élément qui arrive en tête sur la définition d'un vendredi soir idéal dans la télé des Français, c'est un plateau repas devant la télé. Et donc voilà, je pense qu'il y a une espèce de ramollissement existentiel, de fatigue généralisée, d'espèce de lassitude qui fait que, effectivement, la fête est plus considérée comme quelque chose d'important, d'essentiel dans la vie des individus. Elle est de plus en plus obsolète. Et pour une autre raison aussi, et après je m'arrête là, mais vous savez, c'est ce que Philippe Muret avait appelé la festivisation de la société. C'est-à-dire le sentiment qu'en fait il y a de la fête partout. Il y a la fête quand vous rentrez dans un magasin et quand vous pointez dans le magasin Sephora avenue des Champs-Élysées, peut-être que un certain nombre d'auditeurs se sont rendus là-bas pour faire des cadeaux de Noël. Vous vous rendez là-bas, vous avez l'impression d'être dans une boîte de nuit, vous avez effectivement du parfum partout, vous avez de la musique digne effectivement d'un DJ, vous avez le sentiment que c'est la fête. Dans des rues, dans l'espace public, dans des monuments et au travail aussi. La multiplication, vous savez, des after-work, des pots de départ, etc., vous donne les sentiments que finalement, la fête peut être un peu partout. Le problème, c'est que quand la fête est un peu partout, quand vous avez le sentiment que la fête est un peu partout, évidemment, c'est pas la vraie fête, ce sont uniquement des traces de fête, qui sont notamment utilisées par la société de consommation pour vous faire consommer, pour vous mettre dans de bonnes dispositions pour consommer. Quand vous avez le sentiment que toute la semaine, finalement, a été un petit peu une fête, à quoi sert d'aller faire la fête le vendredi soir? À quoi ça sert d'aller faire la fête le samedi soir? Normalement, la fête était un moment à part, extraordinaire. Quand vous avez le sentiment qu'il y a la fête tout le temps, finalement, à quoi bon encore valoriser un moment à part qui était la fête du vendredi soir ou du samedi soir? Jérémy Pelletier, on a vu quand même quelques résistants, si on peut les appeler comme ça. On se souvient notamment de ces rave parties le 31 décembre de cette année. Est-ce qu'il y a eu aussi une forme de pénalisation de la fête avec ces images de répression, cette lutte contre les fêtes clandestines? Ouais, moi je crois que c'était quelque chose en fait d'assez marginal, c'était quelque chose finalement d'assez minoritaire. Alors effectivement, on a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup aussi vous parlé des fêtes illégales, etc. durant le Covid. La vérité c'est que c'est quand même des choses assez marginales. Et par ailleurs, je trouve que à la fois l'exemple que vous évoquez, et si on prend les fêtes illégales par exemple qui se sont déroulées dans des appartements ou dans des lieux clandestins un petit peu pendant le Covid, les deux éléments et les deux phénomènes revêtent deux éléments qui, justement, à mon sens, sont à l'origine de la fin de la fête ou de la maladie de la fête. Vous me parliez des rave parties. Je disais que la fête, initialement, et quand on regarde la définition de ce qu'est une fête, il y a une dimension collective. C'est-à-dire que vous êtes là pour dépasser votre petit moi, pour dépasser votre petit être, pour faire la fête avec autrui, avec des gens, pour danser avec des gens. Quand vous regardez les images d'une rave party, c'est très intéressant de voir qu'en fait les gens ils sont très seuls. Alors ils sont seuls ensemble, certes, mais ils sont seuls. Ils sont en train de sauter seuls comme un piquet qui saute par terre, etc., etc. Et donc il y a quelque chose finalement d'assez solitaire. Et donc il y a une utilisation et une instrumentalisation du collectif, mais à des fins personnelles et à des fins égotiques. Et le deuxième élément sur les fêtes illégales, c'est très intéressant parce que je pense qu'une partie de la fin de la fête et de la maladie de la fête est liée au fait que vous savez on la raconte en permanence, on la raconte en direct. Il y a une phrase que j'aime bien qui est la moitié de la fête, c'est la façon dont on la raconte. C'est le récit qu'on fait de la fête. Le récit que vous en faites le lendemain, à vos amis qui n'étaient pas là ou qui étaient là. On se remémore ce qui s'est passé, etc., etc. Aujourd'hui, on est dans une époque qui filme en direct la fête. Un peu comme un journaliste d'une chaîne d'infos en continu, vous savez, qui vous tient au courant minute par minute de l'évolution de la situation. Là, vous avez effectivement des jeunes individus qui, du coup, racontent la fête en direct. Qui la postent sur Instagram, qui la postent sur Snapchat, qui la postent sur Twitter. Et à force de la raconter en direct, du coup, on ne la vit plus. À force de la raconter en direct, on n'a plus rien à raconter le lendemain. Et à force de la raconter en direct,
à mon sens, c'est l'illustration d'un phénomène qui est qu'on se regarde faire la fête beaucoup plus qu'on l'a fait. Et j'en reviens à mon propos initial sur les fêtes illégales. Ce qui était très intéressant, c'est que les gens qui ont organisé des fêtes illégales n'ont même pas été capables de faire preuve d'un peu de secret et de se cacher finalement pour le faire, parce qu'en fait, la plupart se sont fait griller parce qu'ils mettaient en scène le fait qu'ils étaient en train de faire la fête. Ils postaient sur les réseaux sociaux le fait qu'ils étaient en train de faire une fête illégale. Ils postaient sur les réseaux sociaux le fait qu'ils étaient en train de transgresser la loi. Donc c'est très intéressant parce que, en gros, normalement, vous pouvez vous dire, bon, bah, si vraiment ils voulaient faire la fête, si vraiment la fête leur manquait, eh ben, ils la font et ils ne sont pas obligés de la montrer, ils ne sont pas obligés de la mettre en scène. Or, en fait, c'est à mon sens que révélaient exactement les fêtes illégales quand les individus ne pouvaient pas s'empêcher de la mettre en scène, c'est qu'en fait, ce qui les intéresse d'abord avant tout, c'est montrer qu'ils font la fête beaucoup plus qu'ils la font. Et c'est ça, à mon sens, qui a tué aussi la fête, c'est l'espèce de côté narcissisme, mais le fait de montrer en permanence ce qu'on fait, le fait de montrer en permanence ce qu'on vit, parce qu'à force de montrer, en fait, on ne vit pas. Et voilà, et je pense que voilà, les deux exemples sont assez illustratifs de ça. Alors Jérémy Pelletier, nous avons un auditeur, Didier de Marty, qui veut vous interpeller, et lui, il voit plutôt le verre à moitié plein. C'est ça, Didier, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Sud Radio, bonjour aux auditeurs. Alors je suis vraiment en grande partie d'accord avec Jérémy Pelletier, effectivement, hein. Mais je pense que de nos jours et à notre époque, alors évidemment que la fête a été beaucoup moins appliquée, même avant le Covid, pour la bonne et simple raison aussi, comme il a cité, c'est qu'il y a eu les réseaux sociaux qui ont débarqué, Internet, tout ça. Et donc du coup, il y a eu l'image, une espèce d'image, puisque la fête, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre un comportement, un état euphorique. Et lorsqu'on poste une vidéo sur les réseaux sociaux, surtout les jeunes, hein, de nos jours maintenant, la façon qui va en boîte de nuit, en général, c'est les 18-30 ans. Hein. Et donc, lorsque quelqu'un publie, même ne serait-ce que d'aller au restaurant, quelqu'un publie la photo, le menu qu'il prend en photo, il le met sur les réseaux sociaux, forcément, il va de manière égocentrique, de manière égotique, il va ressentir un état d'euphorie. Limite, c'était comme si il avait réussi un examen, quoi. Et ce que je remarque donc par rapport à ça, c'est que ce transfert d'état euphorique, ce transfert de plaisir, c'est retransféré. Rien ne meurt, tout se transforme. Hein, et du coup, ça s'est retransféré vers les réseaux sociaux, vers cet individualisme. Et du coup, les gens, les personnes ne font de moins en moins la fête parce que ils prennent le plaisir autrement, en fait. Jérémy Pelletier, c'est ce que vous expliquez aussi finalement dans votre ouvrage. Non, absolument, je suis totalement d'accord effectivement avec ce qui vient d'être dit et qui a été très bien dit d'ailleurs. Je trouve que l'un des exemples, effectivement, votre auditeur effectivement parle des plats qu'on prend beaucoup de plaisir effectivement à prendre en photo. Vous savez, dans le livre, je parle d'un des exemples à mon sens effectivement de cette époque du montrer, de cette époque qui montre bien avant de vivre. Vous savez, c'est les fameux rooftops, les nouveaux lieux un peu branchouilles, vous savez, pour faire la fête aujourd'hui, notamment dans les grandes métropoles. C'est ces fameux effectivement toits terrasses. Au-delà du caractère symbolique à mon sens de ces toits terrasses qui montrent qu'en gros ce sont des individus qui ne veulent plus faire la fête au milieu de la foule, dans la rue et en gros au milieu du peuple. Et donc on s'élève, on se sépare effectivement du peuple, on se sépare de la rue, on fait sécession avec la rue parce qu'on est très haut. Et d'ailleurs les consommations et le prix de consommation sont aussi hauts que la taille que la taille des immeubles et que la hauteur des toits terrasses. Et justement, on se plaît beaucoup à aller sur ces fameux rooftops parce que il y a une dimension qui est très instagrammable. Il y a un cadre très propice effectivement à la mise en scène, au même titre que des restaurants effectivement sont très propices à travers les plats qu'ils vous proposent pour que ce soit mis en scène comme si on publiait, comme si on mettait en scène effectivement des portraits, des belles photos ou des beaux tableaux pris dans un musée. Donc effectivement, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit et effectivement, la jouissance des individus n'est plus une jouissance collective, n'est plus une jouissance liée effectivement à la rencontre avec autrui, avec ce qui va se passer avec autrui, mais qui est une jouissance liée à l'évaluation que les individus vont faire de la photo qui vient d'être postée. Une jouissance qui est liée effectivement aux commentaires, au nombre de commentaires qui vont être faits face à la photo, face à la vidéo qui vient d'être postée. Donc effectivement, il y a quelque chose de très égocentrique, de très narcissique, et qui rend d'ailleurs les individus très dépendants en fait à la reconnaissance et à l'évaluation en permanence. Merci Jérémy Pelletier. On remercie aussi Didier qui nous a appelé au 0826 300 300. Jérémy Pelletier, vous restez avec nous jusqu'à 14h et on continue de parler de votre livre, de votre ouvrage. La fête est-elle finie? La fête est-elle finie pour vous aussi? Eh bien, vous nous appelez jusqu'à 14h et on en parle. Et au standard, Philippe qui nous appelle de Fontainebleau pour poser une question à Jérémy Pelletier. Bonjour Philippe. Bonjour Sud Radio, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Du coup,
Oui, j'ai écouté votre sujet là qui était super intéressant et donc moi je disais que en fait oui la fête pour moi elle est finie. Alors certes on continue à faire la fête mais pas comme on la faisait moi et comme moi je la faisais ou que même mes parents la faisaient, puisque moi je pense alors peut-être que la personne qui a fait l'étude là pourra répondre, mais moi je vois surtout une question de génération qui a changé. Et moi je vois, je prends moi quand j'étais plus jeune, on faisait la fête. On avait des copains, des copines, on décidait d'aller se faire une sortie en boîte, de sortir à 4h du matin, de faire terminer au café, boire un croissant. Il y avait ce mélange, il y avait ce partage, il y avait tout ça. Et moi je vois la différence avec mes deux filles. J'ai deux filles qui sont en âge de faire la fête. Et le Covid n'a pas arrangé puisque c'est un contexte, mais même avant, moi mes deux filles, elles ont 19 et 23 ans. Il y en a aucune qui a mis les pieds dans une boîte de nuit. Et pourquoi elles le font pas? Ça les intéresse pas. Faire des choses. Non, c'est pas que ça les intéresse pas. C'est qu'elles aimeraient bien, mais c'est le cas aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a une corrélation avec cette société aujourd'hui. On est dans l'individualisme ultra exacerbé et cette montée de violence. Parce qu'aujourd'hui, moi, mes filles elles me disent, mais papa, tu veux qu'on sorte? On est des bouts de viande. On est des bouts de viande. Ah oui. On partage plus rien. On va quelque part aujourd'hui, même aujourd'hui quand elles sortent entre copines ou c'est une terrasse ou un truc comme ça, il n'y a pas. Donc, et je pense qu'aujourd'hui les jeunes se mettent dans un contexte où on dit on préfère être entre nous, entre potes frigou, et du coup pour moi c'est pas faire la fête parce que on vit tout à travers les réseaux, on vit tout. Il y a plus ce côté anecdotique où on a passé un agréable moment et le lendemain on se revoit, on dit qu'est-ce qu'on s'est marré quoi. Mais en fait aujourd'hui moi je trouve qu'on est une société mais qui est devenue elle est triste quoi. C'est j'ai pas d'autres mots, je me reconnais plus dans tout ça en fait. Et je regarde mes gamines, l'autre fois j'avais une discussion avec ma fille aînée qui a 23 ans. Je dis vous savez quoi les gamines, j'envie pas votre société. Sincèrement aujourd'hui, mais elle me dit papa mais tu veux qu'on fasse comment aujourd'hui? C'est difficilement, faut que je travaille pour payer mes études. On n'a pas d'oseille. Partout où on va, on essaie de se faire un petit plaisir, on est emmerdé 24/24. Enfin, il n'y a rien. Alors, je veux pas faire une généralité parce que ça voudrait dire que je serais caricatural, mais je pense que ça pèse pour beaucoup. Plus tout ce qu'a expliqué votre intervenant, Monsieur Pelletier, là, mais je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais je pense qu'il y a... il va falloir qu'on se retrouve, quoi. Et je sais pas comment, mais il va falloir qu'on se retrouve, quoi. Les vieux, les jeunes, les moins jeunes, mais il y a quelque chose qui s'est perdu. La société telle que moi je la voyais et j'aimerais la voir, je m'y retrouve pas, quoi. Voilà. Alors je sais pas votre intervenant comment il peut intervenir. Il va vous répondre justement. Mais voilà. Merci Philippe pour cette intervention très intéressante. Jérémy Pelletier, peut-être parmi les points que Philippe a soulevé peut-être sur ses filles, et finalement la question sécuritaire, la question du harcèlement aussi des jeunes filles qui est aussi un obstacle à la fête. Absolument, c'est très intéressant effectivement ce qu'a dit Philippe, parce que c'est ce qu'on voyait très bien dans des enquêtes qui avaient été réalisées en 2015 auprès de jeunes individus de Grande-Bretagne qui ne se rendaient plus effectivement dans les boîtes de nuit. Et quand vous interrogiez ces jeunes-là, alors ils vous disaient il y a le prix, donc effectivement c'est trop cher et c'est beaucoup plus cher effectivement de faire une sortie en boîte de nuit parce qu'il faut gérer la question du transport, la question du vestiaire, la question des consommations, ensuite la question du retour chez soi, alors qu'effectivement, sans compter effectivement le coût potentiellement de l'entrée de la boîte, alors qu'effectivement chez soi, le coût de la soirée est moins important. Et l'élément qui revenait beaucoup, et notamment effectivement de la part des jeunes filles, et dans la bouche des jeunes filles, c'était mais en fait on se sent en sécurité, parce que en fait on se sent harcelé en permanence, on se fait embêter en permanence, et je pense que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que ça a toujours été le cas. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une époque, et c'est tant mieux, où effectivement les jeunes femmes s'expriment beaucoup plus maintenant sur ces sujets, et en gros ne vont pas s'obliger à passer une mauvaise soirée, ou ne vont pas s'obliger à souffrir, effectivement, alors qu'elles peuvent très bien changer de stratégie, l'exprimer d'une part, et en fait faire autre chose d'autre part. Et donc effectivement, cette question du sentiment et de l'insécurité vécue par les femmes, et notamment dans les boîtes de nuit, est un élément qui est réel. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que au moment
moment de la réouverture, vous savez, des boîtes de nuit, il y a quelque chose à laquelle on a beaucoup assisté dans les boîtes de nuit des grandes métropoles françaises, c'est des cas de jeunes femmes qui disaient avoir été droguées au GHB. Oui. Vous savez, le GHB, c'est la drogue du violeur, ce qu'on appelle en tout cas la drogue du violeur, qui endort effectivement les jeunes femmes pour ensuite que des individus les agressent et potentiellement effectivement les violent. Et il y a eu une multiplication en fait de cas de jeunes femmes qui indiquaient effectivement dans des boîtes de nuit françaises. Donc voilà, c'est vraiment en France et dans les grandes métropoles françaises, il y a eu une multiplication effectivement de faits divers et de cas de jeunes femmes indiquant avoir été droguées au GHB et un certain nombre d'individus, que ce soit des patrons de boîte ou que ce soit des préfets, disaient la prochaine fois faites attention, lorsque vous venez en boîte de nuit, vous pouvez apposer un film plastique sur votre verre pour que le violeur en question ne vous drogue pas. Mais quel est l'intérêt de se rendre dans une soirée alors que normalement on doit y aller de façon insouciante, de façon légère, de façon très apaisée, de façon très sereine, si du coup vous devez vous poser toujours la question de est-ce que quelqu'un va me droguer, est-ce que quelqu'un va mettre quelque chose dans mon verre, etc., etc. Donc on casse effectivement tout ce côté insouciant qui est normalement une condition pour faire la fête. Et donc oui, c'est ce sujet sécuritaire et insécuritaire, en tout cas il est central, notamment chez les jeunes femmes, et qui entraîne effectivement la privatisation de la fête, c'est ce que disait très bien votre auditeur. Et par ailleurs, il y a un autre élément qui était intéressant dans ce qu'il disait, au-delà de cette question sécuritaire. Il parlait effectivement de ce que lui vivait lorsqu'il faisait la fête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé de sa bande et de sa bande de copains. Oui. Alors, la bande de copains, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que pour le coup, la fête s'est beaucoup transformée, mais on a toujours une bande. L'effet bande, effectivement, ne s'est pas transformé. Par contre, ce qui s'est considérablement transformé, c'est la fidélité qu'on avait au lieu. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on se rejoignait toujours dans les mêmes lieux. On avait des lieux attitrés. On avait des lieux, effectivement, dans lesquels on se plaisait beaucoup à aller le vendredi soir ou le samedi soir, où on se rejoignait là-bas. Le problème, c'est qu'effectivement, les réseaux sociaux, les écrans, vous donnent le sentiment que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et donc, en gros, quand vous pointez à une soirée à 20h ou à 21h et que vous êtes en train de regarder sur votre téléphone, tout de suite, vous avez une espèce d'injonction qui vous indique que en fait là il y a une soirée qui est en train de se passer pas très loin de chez vous, il ne faut absolument pas louper ça et vous êtes en train de louper quelque chose, vous êtes en train de louper ce DJ qu'il faut absolument aller écouter dans une boîte de nuit pas très loin, vous êtes en train de louper cette soirée fantastique qui est en train de se passer pas très loin de là où vous êtes, etc., etc. Et donc les écrans vous donnent le sentiment effectivement que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et donc l'effet bande demeure, mais c'est la fidélité au lieu, effectivement, qui s'est délitée et qui a eu tendance à disparaître au cours des dernières années. C'est pourquoi, d'ailleurs, ceux qui ont la part belle aujourd'hui dans les lieux festifs, parce que, évidemment, je dis la fête est finie avec un point d'interrogation, mais il y a toujours un certain nombre de fêtes, effectivement, qui existent, mais c'est la fête qui s'est beaucoup transformée, et les lieux qui ont la part belle aujourd'hui pour avoir des moments festifs, ce sont des lieux éphémères. Ce sont, alors on a beaucoup parlé des terrasses éphémères, mais bien avant les terrasses éphémères, il y avait déjà cette espèce de mode à des lieux vintage, des lieux un peu underground, vous savez, dans des hangars désaffectés, dans des anciens hangars de la SNCF, des lieux qui ne sont là que pendant 3 ou 4 mois avant de disparaître. Et donc ce problème de fidélité et en tout cas ce rapport beaucoup plus complexe et distant à la fidélité, effectivement les lieux éphémères en tirent profit abondamment. Jérémy Pelletier, peut-être pour terminer, parce qu'il nous reste très peu de temps, qu'est-ce qu'on perd avec cette disparition progressive de la fête? C'est quoi finalement? C'est la légèreté, la spontanéité? Ouais, la légèreté, la spontanéité. On perd aussi un moment de respiration. C'est-à-dire, dans une époque, en fait, moi, je considère qu'elle se prend beaucoup au sérieux, qu'elle met du sérieux en permanence. En fait, on perd un élément, effectivement, qui est central pour se sentir bien, pour bien vivre, effectivement. C'est effectivement un moment de respiration où on va penser à autre chose, où on va mettre le temps d'une soirée de côté et dehors les problèmes du monde, entre guillemets, nos problèmes personnels d'une part, mais aussi les problèmes du monde par ailleurs. Et ce qu'on perd aussi dans les transformations de la fête telles qu'on l'a évoqué, c'est le goût des autres en fait. Et c'est ça, moi, je pense, qui est le plus dramatique et le plus grave, c'est que à force effectivement de perdre l'habitude de faire la fête, on perd le goût des autres. Or, c'est le goût des autres qui font qu'on se sent bien dans un pays et qu'on arrête effectivement de se recroqueviller sur notre sphère personnelle. La fête est finie. C'est signé Jérémy Pelletier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jérémy Pelletier.